700 millions de francs CFA, c'est le montant nécessaire pour le plan triennal 2015-2017 de la Direction régionale de l'hydraulique. La structure enregistre aujourd'hui un déficit de personnel. L'ancien chef de l'État tchadien, Hissène Habré, était ce matin devant un tribunal spécial à Dakar. Hissène Habré est accusé d'assassinat et de torture. Dans ce journal, nous parlerons de ce procès, mais également de l'homme. Dans la chronique santé de ce soir, nous nous intéressons à l'automédication. Cette pratique consiste à prendre des médicaments contre un mal sans avis médical et cela peut causer beaucoup de problèmes. Merci de nous rejoindre sur le RTM et vous avez fait le bon choix. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h. Tout d'abord, je vous livre le contenu de ce communiqué de presse de la primature. Le Premier ministre reçoit les vœux du cabinet et du personnel d'appui. La présentation de vœux à l'occasion de la fin du mois béni de Ramadan s'est déroulée en 2 séquences le lundi 20 juillet à la primature. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Modibo Keïta, a d'abord reçu les bénédictions et les vœux des membres de son cabinet et des services rattachés avant ceux du personnel d'appui. À 10h, le chef de gouvernement recevait en premier lieu l'ensemble des membres de son cabinet et des directeurs des organismes et services rattachés à la primature. En leur nom à tous, M. Mahamadou Magasouba, directeur de cabinet du Premier ministre, a salué les grandes qualités humaines de l'homme avant de lui adresser des vœux de longévité, de très bonne santé et surtout de pleine réussite dans les hautes fonctions confiées à lui par le président Ibrahim Boubacar Keïta. À son tour, le Premier ministre a félicité toute son équipe pour le professionnalisme, le dévouement et la détermination dont elle fait montre dans l'accomplissement des missions à elle assignées. Monsieur Modibo Keïta a ensuite invité les uns et les autres à redoubler d'efforts pour élever les immenses et innombrables défis qui assaillent notre nation. À 14h30, ce fut le tour du personnel d'appui de présenter ses vœux au chef du gouvernement. Leur porte-parole et secrétaire général du syndicat de la primature, M. Ibrahima Sorissango, a lui aussi évoqué le sens élevé humain, le respect et la courtoisie dont fait montre au quotidien le Premier ministre à l'égard du personnel. Il a ensuite remercié pour tous ses actes de générosité à leur endroit tout au long du mois de Ramadan. Quant au chef de gouvernement, il a loué les immenses sacrifices consentis par ce personnel travaillant dans l'anonymat, mais avec une grande efficacité et qui ne ménage aucun effort pour le bon fonctionnement des structures de la primature. Les 2 rencontres furent sanctionnées par des bénédictions pour le retour définitif de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je le disais dans les titres, la Direction régionale de l'hydraulique et ses partenaires ont organisé une table ronde pour discuter des voies et moyens de financement de plusieurs formations à l'intention de son personnel. Un plan triennal 2015-2017 pour un montant de plus d'1,7 milliard a été soumis à l'appréciation des partenaires techniques et financiers. Au cours de cette rencontre, il sera aussi question du déficit de personnel de la Direction nationale de l'hydraulique. 4 ministres du gouvernement étaient présents aux travaux. Reportage Aïssata Ibrahima Maïga. Plus d'1,7 milliard de francs CFA, c'est le besoin de la Direction nationale de l'hydraulique, DNH, pour renforcer les compétences professionnelles de ses travailleurs. Un plan triennal qui couvre la période 2015-2017 pour 80 formations. Cette table ronde fera donc le point du financement acquis et mobilisera le gap de financement relatif à sa mise en œuvre. Nous sommes là aujourd'hui parce que la Direction nationale de l'hydraulique a compris que ces ressources humaines, que ces individus sont l'élément clé pour la réussite de leur propre mission. Je pense que cela est vraiment louable. Je voudrais rassurer le gouvernement de la disponibilité de PTF à accompagner le gouvernement du Mali dans le renforcement des capacités des structures de la DNH. 3 types de formations ont été identifiés. Il s'agit des besoins institutionnels, de l'amélioration du potentiel administratif et de l'amélioration des compétences en matière de décentralisation. La DNH doit également faire face au déficit de personnel, ce qui explique la présence du ministre du Travail et de la fonction publique à ces travaux. Aujourd'hui, il demeure essentiel d'aller à la professionnalisation des actions de formation à travers l'identification rationnelle des besoins collectifs et individuels de formation,
l'implication de la hiérarchie pour le choix judicieux des domaines de formation et des bénéficiaires, la compatibilité des actions de formation avec les besoins réels de formation des directions nationales et des services déconcentrés, la qualité de la formation dispensée et la mise en place d'un système efficient de suivi et évaluation. Par ailleurs, avec les réformes en cours au Mali dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, la DNH doit faire face simultanément à des défis majeurs qui sont entre autres le besoin de recentrage des missions qui lui sont confiées dans le contexte de la décentralisation et de la gestion intégrée des ressources en eau, les restrictions budgétaires entraînant un ralentissement des embauches du personnel depuis plus de 10 ans. C'est pourquoi le renforcement des capacités de la DNH et de ses services déconcentrés est plus qu'une priorité aujourd'hui. Autorités nationales et partenaires techniques et financiers sont unanimes sur la nécessité de mise en œuvre de ce plan de formation qui permettra aux agents de la Direction nationale de l'hydraulique d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Également ce communiqué, le gouvernement de la République du Mali a pris avec une vive émotion l'attentat suicide perpétré devant un centre culturel de la ville turque de Zurich à quelques kilomètres de la frontière syrienne, ayant fait plus d'une trentaine de morts et des dizaines de blessés ce lundi 20 juillet 2015. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière énergie cet acte terroriste, s'incline devant la mémoire des victimes et exprime sa profonde compassion au peuple et au gouvernement turc ainsi qu'aux familles des personnes disparues. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme son engagement sans faille et sa détermination à se tenir aux côtés du gouvernement turc avec le soutien de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Rendons-nous à présent à Koulikoro où le ministre de la Défense et des anciens combattants a effectué une visite pour voir et évaluer les acquis des activités de l'Europe dans les formations. Le ministre est allé rencontrer aussi les structures espagnoles, les instructeurs espagnols, en fin de séjour à l'EITM. Mariam Sagara était de la visite. Le travail qui a été fait est entièrement satisfaisant. Voilà les propos d'un ministre en charge de la défense tout enthousiaste qui découvre la capacité opérationnelle des élèves sous-officiers de l'ESO en stage à l'EITM de Koulikoro. Il a observé et assisté en plein exercice des combattants aguerris, confiants et unis, déjà dans la peau d'instructeurs. Aujourd'hui, nous sommes tombés sur une formation assez intéressante qui s'adresse à des sous-officiers et qui s'adresse à des formateurs. Il y a de la formation de base pour les GTIA, mais aussi nous sommes à un stade où nous faisons de la formation de formateurs pour qu'il y ait un véritable transfert de savoir et transfert de savoir-faire. Nous sommes entièrement satisfaits de ce que nos amis de EUTM ont fait depuis 2 ans. Et je voudrais au passage saluer différents chefs militaires de l'EUTM depuis le premier, mais insister véritablement sur le général Vaquero qui va nous quitter dans quelques jours, qui a fait un travail extraordinaire. Ces stagiaires à mi-parcours maîtrisent le terrain avec une notion d'unité, d'esprit de camaraderie et d'équipe sur un théâtre d'opération. Ici, le féminin s'oublie. Difficile de faire la différence entre filles et garçons. En tant que personnel féminin, je suis fière d'être ici. J'ai beaucoup appris. Je me sens très à l'aise. On a appris les techniques de combat. C'est une bonne opportunité pour tous de pouvoir entraîner ceux qui seront les cadres de l'armée malienne. Je pense que ça serait très bien pour eux. C'est une opportunité unique, mais j'espère qu'on va pouvoir répéter cette expérience. Il y a d'autres techniques militaires que nous devons approfondir pour aguerrir nos hommes, pour qu'eux-mêmes, dans l'accomplissement de leur mission de tous les jours, ils soient convaincus de leurs valeurs propres et de leurs compétences et des possibilités qui sont mises sur le plan psychologique et sur le plan matériel à leur portée. Au préalable, ces élèves sous-officiers avaient reçu une formation à la hauteur d'un chef d'équipe ou de section. Mais pour l'heure, ils apprennent à sortir du classique pour la modernité et s'adaptent aux réalités du temps qui demandent un combat asymétrique. L'ambition de Tchema Hubert Koulibaly est de donner à l'armée du futur tous les acquis nécessaires à des soldats solides et redoutables.
L'actualité, c'est également le procès de l'ancien président du Tchad, Hissène Habré. Il était ce matin devant la Cour, un tribunal spécial appelé Chambre extraordinaire africaine. C'est une première que ce genre de tribunal s'installe en terre africaine pour juger un ancien chef d'État. On en parle avec Abbas Fambougori Traoré. C'est une première expérience, inédite même, de juger en Afrique et par des Africains un ancien chef d'État. Le procès de Hissène Habré a effectivement commencé ce 20 juillet 2015 à Dakar. Âgé de 72 ans, l'ancien chef d'État du Tchad de 1982 à 1980 est venu manu militari au tribunal en scandant « Allahu Akbar ». Face à cette cour exceptionnellement constituée, il doit répondre à des faits à lui reprocher. Il est accusé notamment d'avoir pendant son règne tué ou fait exécuter plus de 40 000 personnes. Ce n'est pas tout. Il lui est également reproché d'avoir commis des arrestations arbitraires et des violences sur des milliers de ses compatriotes et personnes étrangères au cours de son exercice du pouvoir. L'ouverture de ce procès de l'enfant de Vaillant-Largeau est attendue pour mettre la lumière enfin sur ces accusations. Ces assises sont une initiative de l'Union africaine en partenariat avec l'État du Sénégal, soutenu par des organisations des droits de l'homme. Puisque c'est une première qu'un Africain, ancien chef d'État, soit jugé en Afrique et par des Africains, dès lors, il est attendu de ce procès plusieurs leçons. D'abord, une lueur d'espoir de justice pour les victimes réelles ou supposées. Ces assises permettront également d'envoyer un message fort aux dirigeants africains qui seraient tentés d'être en porte-à-faux avec le respect des droits humains. Ainsi, pour les juges africains, c'est l'occasion rêvée d'une démonstration de leur indépendance, mais surtout un terrain d'expression de leur expertise indiscutable pour des procès équitables. Il faut alors espérer que ce procès historique en terre sénégalaise réponde à toutes ces attentes. Mais déjà, Hissène Habré ne reconnaît pas cette juridiction spéciale africaine, ni dans sa légalité, ni dans sa légitimité. Un fait nouveau, la médiatisation de ce procès. Les chambres extraordinaires africaines ont donné l'exclusivité de la diffusion de ces audiences à la RTS, la radio-télévision sénégalaise. Preuve, certainement, d'un procès transparent. Peut-être. Attendons donc la fin du jugement pour faire notre religion. Avant l'ouverture de ce procès, beaucoup d'eau avait coulé sous le pont. Accusés d'assassinat et de torture, plusieurs pays et ONG ont travaillé pour la comparution devant la justice de l'ex-homme fort de N'Djamena. Amadou Sankaré nous fait la genèse de cette poursuite judiciaire. Arrivé en exil au Sénégal en 1990, Hissène Habré est accusé la même année d'avoir brutalement réprimé tous ses opposants. 2 ans après, une commission d'enquête estime à 40 000 le nombre de personnes mortes en détention ou exécutées. À partir de cet instant, commence donc un feuilleton judiciaire. C'est ainsi qu'entre 2000 et 2005, une information judiciaire est ouverte à Dakar contre Habré après le dépôt d'une plainte par les Tchadiens et les ONG. À la suite, l'ex-homme fort de N'Djamena est inculpé pour complicité d'actes de torture. Le 19 septembre 2005, la Belgique entre dans la danse en lançant un mandat d'arrêt international contre Hissène Habré pour violation grave du droit humanitaire international et une demande d'extradition. Le 15 novembre 2005, il est arrêté à Dakar, mais 10 jours après, la Cour d'appel se déclare incompétente à juger l'affaire et l'accusé regagne alors son domicile dakarois. Cette fois-ci, c'est son pays, le Tchad, qui revient à la charge en condamnant à mort par contumace le 15 août 2008 Hissène Habré et 11 chefs rebelles. Avec l'élection du président sénégalais Macky Sall, les choses s'accélèrent avec la signature par le Sénégal et l'Union africaine d'un accord qui crée 4 chambres africaines extraordinaires. En 2013, Hissène Habré est placé en garde à vue à Dakar et 2 jours plus tard, il est inculpé de crimes de guerre. Hissène Habré avait attiré l'attention des défenseurs des droits de l'homme du monde entier dès son arrivée au pouvoir en 1982. L'homme qui répond aujourd'hui devant les chambres extraordinaires de l'Union africaine est un homme de commandement né en 1942 à Faya, détenteur de DES en droit public en France. Le sous-préfet, devenu directeur adjoint des relations internationales, a été ministre de la Défense, Premier ministre, puis chef d'État. L'exercice a pris avec Sori Ibrahima Keïta.
mercredi 3 juin à Dakar. C'est auréolé de diplômes de droit, de sciences économiques et politiques que Hissène Habré rejoint le maquis, la rébellion des Froulinats au nord du Tchad. Il devient un des chefs les plus en vue. 1978, il est Premier ministre dans le cadre des accords de réconciliation avec le régime militaire du général Maloum, instauré à la suite de l'assassinat du président Tombalbaye. 2 ans plus tard et consécutivement à la guerre de N'Djamena, le gouvernement d'union nationale de transition GUNT est formé. Il hérite du portefeuille de la défense. Devenu chef d'État en 1982, il dirigera d'une main de fer pendant 8 ans. Ce jusqu'à ce 1er décembre 1990 où l'homme de clan a été lâché par les siens. Ceux sur qui il s'était toujours appuyé pour gouverner et pour se battre, ses soldats et notamment ses guerriers Goran contre un certain Déby. Le malaise dans l'armée tchadienne était devenu tel qu'il était impossible d'organiser la contre-offensive. La belle machine militaire s'était grippée. Hissène Habré a tenté en personne de reprendre le dessus sur Idriss Déby. Ce fut la Bérésina. Lui-même a failli être capturé. Le mythe du chef infaillible était ainsi écorné. Les replis tactiques se sont succédés. Idriss Déby n'avait même plus besoin de se battre. Il est entré en N'Djamena sans tirer un seul coup de feu. Hissène Habré, conscient de son échec, a préféré partir discrètement en pleine nuit jusqu'à Dakar via Maroua, nord du Cameroun. Accompagné d'une poignée de fidèles, il s'engouffre dans un C-130. L'avion décolle, c'est fini. Parlons tout autre chose dans ce 20h et repartons à Koulikoro. Et sachez que les fermes créent beaucoup d'emplois dans cette ville avec une vingtaine d'employés, 150 bœufs produisant 240 litres par jour et 25 acheteuses d'oranges par jour. La ferme d'André Ndiaye est l'une des plus sollicitées à Koulikoro. André Ndiaye, un ancien travailleur de la fonction publique, a pris sa retraite anticipée pour créer sa ferme. Notre équipe de reportage de l'ORTM Koulikoro, dirigée par Brahima Kone, y a fait un tour. Jean-André Ndiaye, âgé de 75 ans, communément appelé André Ndiaye, inspecteur de la sécurité sociale, est un ancien travailleur de la fonction publique. André Ndiaye a pris sa retraite anticipée en 1991 en quittant l'INPS pour s'adonner à sa ferme dont le premier arbre a été planté en 1973. À l'époque, cela avait paru surprenant. Personne ne donnait de crédit à la possibilité que je puisse vivre d'activités de ce genre. J'avais quelques vaches, une quinzaine de têtes. Cette ferme de 12 hectares est une véritable entreprise qui permet d'employer une vingtaine de personnes réparties entre 2 domaines. Il s'agit d'un verger et d'un parc à bétail qui compte 150 têtes. Nous n'avons vraiment pas de problème avec André Ndiaye. Il m'a une fois donné de l'aumône et m'a même aidé à avoir une femme. Il nous paye régulièrement. En plus de la vingtaine d'employés permanents, la ferme d'André Ndiaye reçoit 25 femmes vendeuses de fruits par jour. Mariam Keita est l'une des habituées de la ferme. Pour elle, la collaboration avec André Ndiaye est fructueuse. Nous sommes en collaboration avec André Ndiaye. Il a plus de 14 ans. C'est ma mère qui venait acheter des oranges ici. Il y a une parfaite entente entre lui et nous. De la ferme d'André Ndiaye sort un rendement conséquent. Le fermier produit en moyenne 250 litres de lait par jour et 6 à 10 tonnes d'oranges par jour. Il vend le kilo à 300 francs CFA aux clients qui viennent dans la ferme. Chevalier du mérite agricole, chevalier de l'ordre national, officier de l'ordre national, que de distinctions reçues par André Ndiaye. Le fermier de circonstance dit n'avoir pas regretté de quitter le bureau pour sa ferme puisque son aventure a été une réussite. La terre ne ment jamais. À découvrir également dans ce 20h le savoir-faire de nos artisans, de vrais génies créateurs qui, avec leur œuvre, font la fierté de la culture malienne. On en sait plus avec Alpha Mega. Il
n'y a pas de ce métier, chante l'artiste musicien. Et sur le sujet pour ces artisans, le travail artistique, c'est la manière, la façon de s'exprimer. L'art d'écrire, de dessiner, d'interpréter. Bref, il s'agit d'un savoir-faire pour ceux-ci qui ne sont pas allés à l'école pour cela. Moi, je n'ai pas fait l'INA, mais j'ai commencé à travailler ici parce que c'est mon père qui a commencé à travailler ici depuis en 90. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la bijouterie. J'ai appris au village, à Kenongo. Par exemple, on peut faire 10 bracelets par jour. Tout est bien, j'ai trouvé ça à la Maroquinerie. J'ai des maisons, alhamdulillah. Moi, je n'ai pas parti à l'école, mais j'ai un maître. Mais maître là aussi n'est pas fait d'école. C'est un don de Dieu. Oui, c'est un don de Dieu. La valeur de l'œuvre artistique n'est pas dans l'œuvre. Elle est l'œuvre même. Ça, c'est le coffre, hein, décoré avec l'argent, avec le bronze, avec le pot du chameau. Hein. Pour mettre à la salon, tu mets des choses dedans. Ça, ça ouvre comme ça ferme comme ça. Ça fait avec les tiroirs. Tu as vu ça? Maintenant, tu peux mettre ça à la salon. Après, tu ouvres ça. Tu mets les verres, des choses dedans. Ça, c'est un mois, 2 mois comme ça pour faire travailler ça. Il n'y a pas de marché, on vend ça à 900 000. Avant qu'il y ait marché, on vend ça à 1 million, 1 million de ça. Avec les problèmes de la crise là, c'est pas facile. Tu es parti à l'école pour ça? Non. J'ai fait ça avec ma tête seulement. À travers son génie créateur, il faut remarquer que l'artisan informe à travers les matériaux pour produire un objet susceptible de satisfaire des besoins. Tandis que l'artiste, comme dans le cas de ces tableaux, lui organise une œuvre. En clair, qu'il soit peintre, dessinateur, il avale la nature avec les yeux et la vomit avec les doigts. Et ces différents tableaux en sont une illustration. Cependant, au niveau des artisans, tout n'est pas rose. On a beaucoup de difficultés ici parce qu'il n'y a pas assez de clients qui viennent maintenant. Parce que l'artisanat, vraiment, c'est désordonné. Il n'y a même pas de touristes qui viennent ici. Si on a eu les moyens pour que les touristes viennent et visiter l'artisanat. Heureusement, il y a eu un petit fonds de 1,7 milliard pour plus de 2,5 millions d'artisans réellement déclarés. Et ceux qui sont dans d'autres secteurs, si vous regroupez le tout, nous ne sommes pas moins de 5 millions d'artisans. Aujourd'hui, ouvrir le Mali au tourisme, au marché extérieur, impose une prise en main de l'artisanat. L'artisanat s'adapte au contexte. Vous venez de tout récemment, il y avait le problème d'Ebola au Mali. Les artisans se sont adaptés au contexte. Ils ont fait des instruments où on peut se laver les mains partout, adaptés et convivial. Donc la créativité et l'innovation, c'est la force de l'artisanat. Ça apporte la richesse, ça apporte de l'emploi. Vous savez, il y a eu beaucoup d'innovations. D'abord, il y a eu un nouveau code de l'IOMOA qui définit clairement le statut des conjoints, qui parle de la sécurité sociale des artisans, qui parle même de l'octroi des marchés aux artisans. Le génie créateur de nos artisans reste un élément de notre culture. Et cette culture est bel et bien la vitrine des pays. Et vous conviendrez avec moi en ce moment que la culture n'a pas de prix. Alpha Maïga, c'est l'heure de la chronique santé. Nous allons parler de l'automédication. Elle consiste à prendre des médicaments contre un mal sans l'avis du médecin, un phénomène très répandu et qui peut causer des problèmes aux patients et également à la communauté. La rédaction a voulu en savoir plus. Tchessira Dambélé et Aruna Diara. Selon l'OMS, l'automédication consiste pour une personne à choisir et à utiliser un médicament pour une affection ou un symptôme qu'elle a elle-même identifié sans l'avis du médecin. Si on s'en tient à cette définition, chaque fois que l'avis du médecin est absent, il s'agit d'une automédication. Au Mali, pas d'études d'envergure sur la problématique, mais plutôt des enquêtes concernant certaines zones où l'utilisation de certains médicaments. Cependant, les acteurs de la santé savent que l'automédication existe et cause des problèmes, surtout les antibiotiques. Dans la zone de Kolentjeba ou dans la zone de Nyono, on retrouve que 30 à 80% des antibiotiques sont obtenus sans prescription médicale. Et à Bamako et autour de Bamako, au niveau de Kalabankoro, nous avons fait également une étude
sur 30 officines de pharmacie et nous avons remarqué que l'amoxicilline et la ciprofloxacine étaient les antibiotiques les plus utilisés en automédication. En principe, au Mali, les médicaments vendus en pharmacie sont inscrits sur 3 listes différentes. Ne peuvent être vendus sans ordonnance médicale que les remontants, les vitamines, certains médicaments contre la toux, certains antidouleurs et anti-inflammatoires. Mais les patients ne manquent pas d'arguments quand il s'agit de se traiter sans demander l'avis d'un médecin. J'exerce dans un quartier où j'ai étudié. Alors quand j'ai dit à la population il faut aller dans le centre de santé, on me dit que bon, toi tu es venu à Bamako ici nous trouver ici, nous connaissons où se trouve Gabatoué mieux que toi, tu es venu nous trouver ici. C'est très difficile parce qu'on est dans un pays pauvre. Les faire déplacer, aller dans le centre de santé, c'est d'autres coûts. C'est faire consulter, c'est d'autres coûts. Il y a aussi les rangs, ils le disent, il faut le dire. On va aller faire 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps dans les rangs. C'est-à-dire que ça on ne veut pas y aller. Mais les pharmaciens ont obligation de les convaincre d'aller se faire consulter. Les conséquences de l'automédication sont nombreuses. Au Mali, certains médicaments ont dû être retirés du circuit parce qu'ils ont été pris abusivement et ont fini à ne plus être utiles. Vous vous rappelez tous d'un produit qui était très connu, très bien, très efficace chez nous, Nivaquine. Ce produit n'existe plus sur le marché. Interdiction de fabriquer et de vendre. Pour quelle raison? Uniquement à cause de l'automédication. Permettez-moi de citer un peu les antibiotiques. Les gens viennent dans les pharmacies, donnez-moi une plaquette d'amoxicilline, ça ne sert à rien. Ça n'a que des conséquences. Vous allez prendre les microbes qui sont là, l'amoxicilline va commencer à les tuer ou à ne pas les tuer, vous allez couper les traitements, puis ces microbes vont se multiplier encore. Et quand vous reprenez l'amoxicilline, en tout cas cet antibiotique, ça ne sert plus à rien. On nous rappelle que quand nous prenons un médicament, il agit sur nous comme notre organisme agit sur lui. Les mécanismes de transformation, d'utilisation et d'élimination des médicaments sont complexes et il est important d'avoir en tête qu'ils nous servent beaucoup mais peuvent nous nuire autant quand nous ne les utilisons pas correctement. Si vous prenez un médicament, madame la Cipro, vous n'en avez pas besoin parce qu'il n'y a pas de germes chez vous pour lesquels vous devez le prendre. C'est un antibiotique qui pourrait tuer d'autres germes qui sont chez vous, qui sont là comme des germes commensaux, parce qu'il y a des germes qui sont avec nous, qui ne doivent pas disparaître. En le tuant, vous créez un déséquilibre de l'écosystème. Et cela peut avoir comme conséquence peut-être des diarrhées ou autres. Donc si vous répétez ça avec plusieurs autres médicaments, les conséquences c'est que votre rein, au bout de certaines périodes, ne va plus fonctionner comme il se doit. Un autre aspect de conséquence de l'utilisation des antibiotiques, c'est que si vous les prenez et que la dose que vous devez prendre pour pouvoir éliminer un certain nombre de microbes, et si vous n'atteignez pas ça, vous allez réduire la charge de microbes qui se trouve dans le sang. Quand vous réduisez la charge de microbes, vous avez l'impression que vous vous sentez mieux. Parce que pour que vous vous sentez mal, il faut que le nombre de microbes atteigne un certain niveau. Comme vous n'avez pas atteint ce niveau-là, vous avez réduit ce niveau en prenant ces médicaments-là. Maintenant, le peu qui reste vont fructifier après. Pendant que le médicament a quitté, vont fructifier. Et quand ils se développent à l'idée déjà qu'ils ont été en contact avec ce médicament, qu'il ne les a pas tués. Donc ils ont la capacité de développer des mécanismes leur permettant d'éviter ce médicament-là prochainement. Et qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez fait mal à vous-même parce que vous allez payer d'autres médicaments plus chers. Ça c'est sur le plan conséquences économiques pour votre poche. Mais aussi ces microbes-là peuvent aller infecter d'autres personnes. Donc vous allez avoir une conséquence également pour la communauté. Ajoutons à cela les interactions médicamenteuses. Certains médicaments pris ensemble se gênent. Les uns peuvent rendre les autres toxiques ou tout simplement les rendre sans effet positif. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est les résistances aux antimicrobiens. Elles ont des conséquences terribles sur la santé et les économies nationales.
attention à l'automédication, un homme averti en vaut deux. Page noire de cette édition. En 5e région, Amadou Ongoïba, technicien supérieur de la santé à la retraite, est décédé hier à Sévaré à l'âge de 68 ans. Il est détenteur de la médaille du mérite de la santé. Les obsèques ont eu lieu hier dimanche. Reportage Mahamar Ibrahim Touré. La mort a nul autre pareil. La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse toujours pleurer. Dixit Amadou Ampateba. Amadou Ongoïba, technicien supérieur de la santé à la retraite, médaillé du mérite de la santé, a tiré sa révérence le samedi 18 juillet 2015 à l'âge de 68 ans. Les obsèques ont eu lieu ce dimanche 19 juillet 2015 en présence de nombreux amis et parents inconsolables. Après un stage de 6 mois à l'hôpital Gabriel Touré, il exerça pendant 36 ans à l'hôpital de Mopti où il prit sa retraite en 2006. Son exemplarité dans le travail lui valut la médaille de mérite de la santé suivant décret numéro 04-346 PRM du 30 août 2004. Né en 1947 à Djanoueli, cercle de Douanza, et recruté en 1954 à l'école coloniale de Douanza où il fit le second cycle et fréquenta tour à tour le lycée technique de Bamako et l'école secondaire de la santé. Il sortit infirmier d'État. Pour ses collaborateurs et amis, Amadou Ongoïba fut un homme sérieux, loyal et courtois. Le défunt, je l'ai côtoyé pendant plusieurs années. Quand je suis venu à l'hôpital de Mopti, il était déjà présent et il a fait toute sa carrière à l'hôpital. Donc c'était un agent qui a été exemplaire sur le plan de travail. En même temps, il a montré cette exemplarité sur le plan social. Ma tristesse est grande. Je m'associe à la douleur de sa famille. Il s'est manifesté l'homme de confiance, valide, socialement irréprochable. Aujourd'hui, nous souffrons de son départ inattendu. Mais telle est la volonté de Dieu. Il a été un ami, il a été un bon camarade, il a été un bon collaborateur. Amadou Ongoïba repose désormais au cimetière de Sévaré. Il laisse derrière lui 2 veuves et plusieurs enfants. Dors en paix, doyen. Que la terre lui soit légère. Amen. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous pour d'autres points de l'actualité demain, 10h et 13h, avec Rachel Tissougué. Et moi, je serai là à 18h et à 20h. Vous aussi, je l'espère. Bonne soirée à tous et que Dieu soit avec nous.